C'était il y a un an, il y a un siècle, nous recevions déjà Madame la Ministre. Ça paraît très loin, parce que tout a changé. Bonjour, ravi de vous retrouver avec Pascal Morel et Renaud Degas pour ce dernier et exceptionnel débat de l'année des contrepoints de la santé à l'Opéra Restaurant. Madame la Ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette période difficile, il faut le dire, pleine de dangers, mais aussi peut-être de promesses. Juste après l'intervention du président de la République qui a appelé à renforcer les débats. Alors nous allons essayer d'en faire un de qualité. Nous parlerons de santé, de réforme, de transformation du système de soins, bien sûr. Mais avant d'être ministre de la Santé, dans votre titre, vous êtes ministre des Solidarités. Nous commencerons donc par votre vision et sentiment sur le mouvement actuel de protestation qui réclame in fine plus de solidarité. Nous vous interrogerons ensuite sur l'art de la réforme, comment réformer. On verra avec le sondage BVA que nous présentera Odile Peixoto, réalisé pour les contrepoints de la santé, que les réformes du système de santé que vous proposez sont plutôt bien acceptées par les Français. Et c'est important. Mais comment passer du projet à l'action? Comment mobiliser et convaincre tous les professionnels? Enfin, bien sûr, nous aborderons largement les thèmes de Ma Santé 2022, qui sont autant de paris. La proximité, la gradation des soins, la structuration de l'offre hospitalière, l'expertise et la qualité des soins, les difficultés et les carrières des professionnels de santé, l'innovation, en particulier numérique, qui est la clé de tout. Programme chargé, donc essentiel. On a une petite heure. On va essayer de passer tout ça rapidement en vue. Solidarité, réforme, santé, qui est aussi du lien social. Vous pouvez participer en réagissant ou en posant des questions sur Twitter via #contrepoint-santé, questions et commentaires qui seront retransmises par Renaud Degas pendant les débats. Pascal, première question courte et percutante. Oui. Hier soir, la France entière a écouté le président de la République, vous aussi, j'imagine. Ce matin, les interprétations sont évidemment nombreuses, plurielles, différentes. Qu'est-ce qu'il vaut, selon vous, vous retenir? Philippe a raison de rappeler que vous êtes la ministre du social, la ministre de la Santé, bien sûr, mais aussi des solidarités. Qu'est-ce que les Français, et ceux qui manifestent notamment, doivent retenir de ce qui a été dit hier soir par le président de la République? Alors, vous m'autoriserez à essayer de mettre un tout petit peu en perspective l'action du gouvernement. Parce que c'est vrai qu'on a vu émerger cette contestation ou cette demande d'augmentation du pouvoir d'achat qui était complètement dans la campagne du président de la République, puisqu'il avait prévu d'augmenter le pouvoir d'achat en diminuant les cotisations sociales, en diminuant un certain nombre d'impôts, dont la taxe d'habitation, et donc en permettant aux salariés les plus modestes de voir une augmentation de leur pouvoir d'achat. C'était vraiment la trajectoire du gouvernement et du président de la République. Mais on a beaucoup reproché à ce gouvernement de commencer par des mesures économiques et d'arriver un peu tard avec des mesures dites sociales. Alors je voudrais d'abord rappeler que quand le président de la République a été élu, on venait d'un quinquennat où on avait les yeux rivés sur la courbe du chômage. Et ce qui nous était demandé, c'était avant tout de réduire le chômage de longue durée. Et il a donc fallu relancer l'économie, c'était une urgence. Et pour tout le monde, il apparaissait évident que 10% de chômeurs n'était pas tenable, que 3 millions de chômeurs, ça n'était pas tenable, et que c'était la première priorité du gouvernement. Les mesures sociales, elles sont arrivées un peu plus tard, parce que j'ai décidé de les mettre en œuvre avec une méthode qui était une méthode de concertation et de co-construction. Et notamment sur le plan de la solidarité, le plan pauvreté qui visait justement à éviter l'assignation à résidence des personnes les plus en difficulté, qui vise à redonner de l'espoir aux travailleurs pauvres ou aux gens au chômage parce qu'aujourd'hui, ils se sentent consignés à rester pauvres. Ce plan pauvreté, il a été travaillé pendant 9 mois dans les territoires, avec tous les acteurs, avec les personnes concernées. Il a été très bien accueilli aussi. Je suis désolée pour le micro, j'essaie de parler à la bonne distance. C'est très bien. Donc, cette méthode de co-construction, elle nous a pris un certain temps. Et ce n'est pas tant que la jambe gauche est arrivée après, c'était que la méthode
que nous avons choisi de faire était une méthode de concertation. Et on ne peut pas reprocher à un gouvernement de ne pas concerter, de ne pas écouter. Et quand il écoute et qu'il concerte, on considère qu'il va trop lentement. C'est toute la compréhension. Mais comment vous analysez cette impatience, en réalité, qui est sans doute unique en réalité, le président de la République l'a toujours ressenti. Il l'avait senti dans sa campagne, puisqu'il a fait une campagne de terrain. Il a fait énormément de concertation citoyenne. Donc, il avait en tête l'impatience des Français, le fait qu'on était au bord de la fracture sociale, mais elle ne date pas d'aujourd'hui. Et il avait comme priorité de redonner du pouvoir d'achat, de réduire le chômage. Et il n'a pas arrêté de nous dire d'aller plus vite. Je pense que c'est le plus lucide, quelque part, de tous, puisque en permanence, sa préoccupation, c'est d'une part d'aller vite et d'autre part que les mesures soient ressenties de façon très concrète par les citoyens. Mais vous voulez dire que, selon vous, il n'y a pas de virage social maintenant, qu'il y ait un nouveau virage social qui est engagé? Je ne sais pas si c'est un virage social. Je pense que cette fibre sociale, le président de la République, en fait, il l'a complètement en lui. Quand il veut relancer l'Europe, quand il veut faire une Europe plus sociale, quand il obtient des résultats sur les travailleurs détachés, quand il se bat comme il se bat sur la taxation des GAFA, tout ça, c'est pour reconstruire une Europe sociale. Donc, il l'a complètement intégré. Ce qu'il a probablement exprimé hier, c'est que l'effort qui a été demandé à certains Français à un moment donné n'était pas supportable, notamment pour les retraités, et il l'a entendu, et donc il a fait machine arrière, notamment sur la CSG. Mais comment renforcer les solidarités? Parce que c'est ça le sujet, un petit peu au-delà des augmentations du SMIC qui est important. Vous êtes ministre des solidarités, donc comment faire que ce lien se retisse? On voit bien qu'il y a une rupture forte. Le plan pauvreté répond à ça. Alors ici, on est dans les contrepoints de la santé, donc personne n'a forcément... Le plan pauvreté qui a été apprécié, mais on n'en a pas tellement parlé en fait. En fait, comme tous les plans consensuels, on a du mal à le faire exister dans les médias. Si vous ne créez pas le buzz aujourd'hui, si vous n'avez pas des mesures disruptives qui créent de la polémique, vous n'existez pas plus d'une demi-journée. Le plan pauvreté, il a été porté une demi-journée dans les médias, parce qu'il est totalement consensuel, parce qu'il a pris en compte toutes les demandes des associations sur l'effort considérable qu'on devait mettre sur les enfants pour permettre l'égalité des chances dès le plus jeune âge, le fait qu'on permette à chacun de construire son parcours de vie, qu'on travaille sur la formation des jeunes, sur les droits fondamentaux des enfants à l'école, sur l'aide sociale à l'enfance. Tout ça sont des choses totalement consensuelles. Évidemment, ça ne fait pas le buzz, donc malheureusement... Nous, ici, on l'a lu, votre plan pauvreté, et on l'a lu et analysé. Je n'en doute pas, monsieur Morel. Pour autant, comment, oui, absolument, mais comment en revanche, expliquer que les Français qui sont dans la rue... Moi, j'ai beaucoup de mal à faire exister les mesures sociales. En réalité, on voit par exemple que la pauvreté aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit sur les ronds-points des Gilets jaunes, touche énormément les familles monoparentales. Les familles monoparentales et les divorces entraînent quasiment systématiquement un déclassement, et les femmes seules avec enfants ont des difficultés absolument redoutables pour finir les fins de mois, pour aller travailler, pour faire garder leurs enfants. La première chose que j'ai fait dans le PLFSS de l'année dernière, ce sont des mesures pour les familles monoparentales. J'ai augmenté considérablement l'aide au soutien de famille, c'est-à-dire l'aide qu'on donne aux familles monoparentales. J'ai augmenté de 30% l'allocation d'aide à la garde d'enfants pour les familles monoparentales. Dans la COGE de la CNAF, c'est-à-dire dans le contrat d'objectifs et de gestion qu'on a signé avec la CNAF pour cette année, on crée 30 000 places de crèche essentiellement réservé à la mixité sociale pour permettre à des parents qui ne travaillent pas, qui cherchent un emploi, qui veulent se former, d'accéder aux crèches. Parce qu'aujourd'hui, les femmes qui cherchent une formation ne peuvent pas accéder aux crèches parce qu'on leur dit qu'elles ne travaillent pas. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc tout cela, je l'ai fait. Mais évidemment, c'est très difficile de faire imprimer les mesures positives, on le voit. Et donc c'est pas faute d'avoir pris conscience des difficultés. Nous y travaillons. Parce que le président de la République a quand même cité en début d'intervention, effectivement, les femmes monoparentales, les mères, je pense, les couples, mais aussi les retraités, aussi celles et ceux atteints de handicap. Alors sur le handicap, vous le savez, on revalorise de 100 € l'allocation adulte handicapé, on revalorise de 100 € en 2 ans et demi, c'est-à-dire sur une période très courte, le minimum vieillesse pour le monter à 903 €. Voilà, les mesures, elles s'égrènent. En réalité, comment vous dire, nous avons pris énormément de mesures techniques,
pragmatiques, qui répondent aux enjeux. Elles sont très nombreuses, très difficiles d'expliquer en une fois. Les Français attendent des réponses parfois très simples. L'augmentation du SMIC. On voit bien, ça c'est simple. Voilà, ça suffira. Simple. Et, alors, je ne sais pas si ça suffira. En tous les cas, c'est quand même l'écoute d'un besoin qui a été exprimé sur les ronds-points depuis un mois. Cette augmentation du SMIC, elle se fait de façon accélérée pour intervenir au 1er janvier 2019. Alors, je rappelle que ce n'est pas l'augmentation du SMIC sur la fiche de salaire, c'est l'augmentation de la prime d'activité de 100 € au niveau du SMIC, parce qu'on ne veut pas que les entreprises payent cet écart de salaire, car nous savons qu'automatiquement, ça induit plus de chômage. C'est-à-dire les entreprises, après, quand le SMIC augmente et que c'est aux entreprises de le payer, nous savons que les entreprises rechignent à employer des bas salaires, et donc ça entraîne plus de chômage. Mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un transfert de charges parce que quelqu'un va devoir payer cette augmentation? C'est l'État, la prime d'activité, c'est le budget de l'État. Et on pense Sécu, État, vous voyez, transfert de la Sécu vers l'État, enfin, c'est un des reproches qui arrivent, qu'il va falloir trouver l'argent. Écoutez, moi je trouve, j'entends beaucoup ce débat sur le fait que la Sécu ou l'excédent de la Sécu aujourd'hui irait renflouer le déficit de l'État et qu'il faut maintenir le budget de la Sécu indépendant. À la fois, oui, nous devons être très vigilants à ce que le budget de la Sécu soit différent du budget de l'État, parce que cela met les acteurs responsables de ce budget en responsabilité de tenir leurs engagements et de veiller à ne pas faire de déficit. Donc c'est un enjeu majeur de mettre chacun face à ses responsabilités, face à un budget social qui est quand même considérable. Je le rappelle, c'est 585 milliards d'euros. Mais à la fois, le déficit de la Sécu, le déficit du budget de l'État, c'est la même poche à la fin, c'est la poche des Français. Et donc, considérer que ce ne sont pas les mêmes personnes qui payent est une erreur fondamentale, parce que quand le budget de l'État est en déficit ou quand le budget de la Sécu est en déficit, à la fin, c'est le budget des Français qui est en déficit. Et je peux vous dire qu'au niveau européen, on regarde le budget de la Sécu, le budget de l'État de la même façon. Mais le budget de la Sécu, vous dites, doit être sanctuarisé. Alors, sanctuarisé dans les limites où il est à l'équilibre. Là, nous avions un excédent et nous avons accepté qu'un certain nombre d'exonérations de cotisations ne soient pas compensé par le budget de l'État, puisque je rappelle qu'il y avait déjà, depuis très longtemps, un budget de l'État qui allait vers la sécurité sociale. Absolument. Et vous avez dégelé le coefficient prudentiel. Il y a quelques hospitaliers qui m'ont expliqué ça ce matin. Ça, c'est autre chose. Alors, 415 millions. Certains ont tweeté merci qui 415 millions. Vous avez redonné, redistribué 415 Moi, millions aux hôpitaux. Moi, j'attends pas qu'on me dise merci. C'était un engagement que j'avais pris vis-à-vis des hospitaliers, que j'espérais pouvoir tenir à tout prix. C'était très important pour moi, parce que si je veux que les gens s'engagent dans la transformation du système de santé, il faut aussi que j'entende aujourd'hui les difficultés des hôpitaux. Je ne peux pas embarquer avec moi et... Oui, on va y venir, on va y venir. Sachant que les grands hôpitaux ont plusieurs centaines de millions d'euros de déficit. Et de dettes. De dettes. Ah oui, certains même vont jusqu'au milliard. Voilà. Même au milliard. Il faut Pascal, les retraites. Madame, vous êtes ministre des madame, retraites également, madame. La CSG, est-ce que la CSG, ça va calmer les retraités? Oui, là, je crois réellement que le recul sur la CSG jusqu'à 2 000 € de pension permet de... Pascal, passons à l'art de la réforme, parce qu'on voit bien toute la difficulté de réformer la France, et on va centrer ça évidemment sur la santé. À un moment, on a cru que vous jouiez la montre. Parce que vous deviez annoncer votre point en avril, en mai, en juin, et puis en septembre c'est arrivé, le 18 septembre, et alors là, tout d'un coup, vous allez très vite, vous allez tambour battant, il faut aller vite parce que les professionnels souffrent, parce que les patients ne sont pas contents, etc. Et on se demande si vous n'allez pas trop vite même, enfin certains disent on va trop vite, on n'a pas le temps, et vous allez utiliser les ordonnances, non pas pour aller vite, mais pour vous donner du temps. Mais comment faire en sorte que vous embarquiez, comme vous dites, les professionnels de santé, les patients, en allant assez vite? Quelle est votre méthode? Pour l'instant, c'était la bienveillance, vous nous l'aviez dit il y a un an. Comment réellement avancer et faire en sorte que le système de santé s'améliore? Je vais revenir à la discussion qu'on avait au tout début sur les gilets jaunes. Hier, j'étais avec le président de la République à cette consultation des corps intermédiaires, comme on dit, avec les syndicats et les grands élus, les représentants des associations des maires de France. Que vous aviez déjà vu quand même. Que j'ai déjà vu. Mais que vous aviez déjà vu. Bien sûr. Quand vous avez reproché de ne pas avoir assez travaillé. Non, mais je les ai vus vraiment beaucoup. Ce qui est ressorti et ce qui m'a troublée, c'est que dans
l'abandon des services publics, et je comprends que ça puisse étonner ici, les élus et les syndicats n'ont pas arrêté de citer les médecins et la santé. Ils considèrent aujourd'hui que c'est un service public. Alors, il faut qu'on l'intègre. Aujourd'hui, dans le ras-le-bol des Français, le sentiment d'abandon des territoires et de la ruralité, ce qu'on entend des Gilets jaunes et de leurs représentants, c'est qu'il n'y a plus de médecins. Donc, moi, je ne peux pas être dans une injonction contradictoire. Il y a une urgence absolue à réformer notre système de santé. Je ne le fais pas au pas de course, je le fais face à une urgence de la situation que tout le monde ressent, mais on ne peut pas, nous, professionnels de santé, représentants des grandes fédérations, être sourds aujourd'hui au fait qu'aujourd'hui les Français considèrent que si l'État n'est pas au rendez-vous, c'est parce qu'il n'y a plus de médecins. Qu'est-ce qui cite ça? L'absence des médecins, les problèmes des maternités, les maternités et l'absence de médecins. Mais en réalité, les maternités, c'est une absence de médecins. Pourquoi on ferme le Blanc? C'est pas pour des raisons financières. Moi, je ne cherche pas à fermer le Blanc. Moi, pendant 8 mois, le Blanc a cherché des obstétriciens et des pédiatres. Ils ne trouvent pas d'obstétriciens et pédiatres. Ils ont proposé que les listes de garde fonctionnent avec des obstétriciens de plus de 70 ans, retraités. Et il n'y a toujours pas de pédiatre. On revient à la politique qui a été menée depuis 30 ans, depuis l'instauration du numerus clausus, ce qui est assez effrayant. On paye très cher le numerus clausus, très cher. C'est assez impressionnant. Quelle est votre méthode pour aller vite et bien alors? Parce que d'aucuns ont essayé quand même, les précédents ministres ont essayé, et à chaque fois il y a eu des blocages, des contestations, et puis on n'a pas avancé comme on veut le faire. Là, sincèrement, moi je ne ressens pas de blocage. Tout le monde fait évidemment attention à la façon dont la réforme se met en place. Elle cherche à ne léser personne, elle entend... moi j'ai entendu tout le monde, ça fait quand même des mois que je travaille avec les fédérations hospitalières, avec les syndicats professionnels, avec les ordres de toutes les professions médicales, paramédicales. J'entends tout le monde. Après, ce que je demande à chacun, c'est de prendre une part de la responsabilité de l'état de notre système de santé, le fait qu'il n'est plus au rendez-vous du service qu'il doit rendre aux Français. C'est ça, le constat, il est partagé. On n'est plus au rendez-vous de ce que les Français attendent. Les Français, on va le voir avec le sondage. C'est pas en termes de qualité, c'est-à-dire on a des professionnels engagés, on a des professionnels de qualité, mais la désorganisation du système ou son manque d'organisation pensée aujourd'hui nuit au fonctionnement global. Ça n'est pas à l'échelon individuel le problème. De l'atlas des médecins qu'a présenté la semaine dernière lors des médecins, c'est les départements les plus démunis qui souffrent le plus. Ben oui, et d'ailleurs, il y a eu des articles qui montrent que les revendications des Gilets jaunes sont en grande partie liées aux territoires qui sont des déserts médicaux. Donc tout ça est relié, tout ça est profondément relié. Moi, j'ai refusé la coercition pour les médecins, parce que je pense que d'une part, ce seraient les jeunes médecins qui paieraient pour les autres. Je ne trouve pas ça très juste, en fait, d'accepter que les jeunes n'aient pas de liberté d'installation alors qu'ils ont fait 12-13 ans d'études. Je trouve ça très dur. Et en plus, je suis fondamentalement persuadée que certains renonceront à exercer plutôt que d'aller s'installer dans un endroit où ils n'ont pas leur famille, leurs conjoints ou leurs enfants. Donc, voilà, pour l'instant, je lutte contre cette coercition à laquelle je ne crois pas. Mais je peux vous dire que dans tous les bords de l'Assemblée nationale, tous les bords du Sénat, je n'entends plus que ça. Je n'entends plus que ça de la part des élus. C'est-à-dire, vous dites que les grands élus, notamment le président de la République, on a reparlé, vous parlent toujours de la santé. Souvent, mettent ça. La santé est devenue la préoccupation numéro 1 des Français. Et cela, nous l'avons bien senti, vous prônez souvent la bienveillance, à la fois c'est peut-être votre nature et puis votre poste, la nature de votre poste, mais cette violence, comment, vous qui n'étiez pas dans la politique avant, comment vous la vivez, comment vous la supportez, comment vous la comprenez, et comment surtout, quelles sont vos propositions en réalité pour faire baisser cette violence? Est-ce que ce n'est pas justement lié à ça? Alors d'abord, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le cycle infernal de la violence. Moi, je continue d'être comme je suis. Je ne vais pas devenir tout d'un coup une très grande oratrice avec des phrases cinglantes qui vont percuter mes adversaires politiques. C'est pas l'enjeu. Vous en êtes capable de temps en temps? Non, rarement. Récemment, il y a une phrase que j'adore d'Anatole France qui dit: les sociétés modérées s'opposent toujours modérément à la violence. Il faut assumer de ne pas utiliser les mêmes méthodes. Et donc, moi, je continue à travailler de façon bienveillante, à l'écoute des gens. Je pense que j'écoute sincèrement. Je prends en compte ce qu'on me dit.
Et je pense que comme ça, on avance et on est crédible. Donc la violence, voilà, Alors, elle me glisse dessus, monsieur Madame la ministre et Pascal, on va donner la parole à Odile Peixoto de BVA. Sur la cote de popularité de la politique, pas tellement de Madame Buzyn, mais de la politique santé du gouvernement. Et puis peut-être d'enchaîner assez rapidement sur les priorités. Parmi, on a listé une dizaine de mesures que vous préconisez dans Ma Santé de 2022. Et on a demandé aux Français de savoir s'ils étaient au courant et puis ce qu'ils en pensaient. Vous verrez, c'est assez instructif. Odile. À la question « Pensez-vous que la politique du gouvernement va dans le bon sens ?» On a 32% de Français qui répondent oui. C'est mieux que le président. Alors, il faut savoir que le sondage, il a eu lieu le 3 et 4 décembre, c'est-à-dire juste le lendemain du 3e week-end Gilets jaunes, et que ce pourcentage, c'était le même en octobre. Donc, les récents événements n'ont pas fait décrocher davantage. Néanmoins, on a une fluctuation tout au long de l'année et globalement, par rapport à décembre 2017, un décrochage de 11 points. Mais compte tenu de la situation actuelle, on peut se dire que c'est quand même finalement pas mal ce 30% qui tient quand même. Alors, on a cherché avec le sondage là, de faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. On mesure souvent des opinions et des perceptions. Là, on a essayé de croiser des perceptions et du vécu, parce qu'effectivement, on est au cœur de ça, on est au cœur du vécu. Donc, sur le vécu du système de santé par nos concitoyens, on voit qu'en 2018, il y a 15% qui n'ont pas eu besoin d'avoir recours au système de santé, qui étaient en bonne santé, 25% qui ont été satisfaits de leur prise en charge, mais 60% qui dénoncent un certain nombre de problèmes de dysfonctionnement. Et essentiellement, effectivement, le principal problème, il vient de l'accès aux soins. 43% disent « j'ai eu du mal pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste ». 18% disent « j'ai eu du mal pour avoir des rendez-vous pour des examens, de l'imagerie, etc. ». 17% ont du mal à trouver un médecin traitant, ça vient d'être évoqué. Donc, essentiellement, un problème d'accès aux soins. Également, pour 21%, un problème de prise en charge financière, de difficulté de remboursement. Et puis, ça peut paraître un petit peu plus faible en termes de pourcentage, mais c'est important parce que là, c'est la qualité des soins qui est dénoncée. D'une part, 8% qui évoquent les problèmes d'effets secondaires liés au changement de molécules, c'est sans doute l'effet lévothyrox, et 3% qui aussi disent « moi, j'ai eu une intervention médicale qui s'est mal passée ». Donc, on voit une situation quand même où il y a 60% de Français qui ont vécu des choses un petit peu difficiles. En termes de perception, on leur demandait aussi, est-ce que le système français, finalement, est mieux par rapport aux autres systèmes, par rapport à l'image que vous avez des autres systèmes de santé européens? Alors là, on a un bilan mitigé. C'est vrai qu'on a coutume de dire que le système français, c'est un des meilleurs au monde. Et effectivement, il y a des atouts incontestables. Les Français reconnaissent en masse la perception d'excellence des plateaux techniques, la compétence des médecins, ça fait l'unanimité. Il y a un petit décrochage, c'est-à-dire que là, on est plutôt aux 2/3 de la population seulement, mais on reconnaît quand même une recherche clinique à la pointe, l'accès à des soins de qualité, quel que soit son niveau de ressources. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de systèmes nous envient. Un système qui est plutôt bien organisé, l'accès à des traitements innovants aussi, qui est reconnu par 64% des Français. Ça, c'est les points forts. Sur les points faibles, effectivement, on a un système qui est perçu comme moins performant sur les services numériques. Le manque d'écoute des médecins, c'est-à-dire que vous voyez, on considère qu'on a des médecins compétents, mais qu'ils n'écoutent pas assez leurs patients. Problème aussi pour garantir la sécurité, le contrôle des produits de santé. Il y a 59% des Français qui disent que c'est pas assez bien, qu'il y a mieux ailleurs de ce point de vue-là. Odile, ce qui est encore très très intéressant, c'est le jugement des Français sur les mesures de Ma Santé de 2022. On va y arriver. Allez-y. Je finis juste. Les inégalités territoriales aussi qui sont effectivement pointées du doigt. Et enfin, 2 gros points noirs. 75% des Français qui dénoncent quand même un système qu'ils estiment mal géré où il y a des gaspillages. Et 83% des Français qui disent les infirmiers, le métier d'infirmier, le travail des infirmiers n'est pas assez valorisé. Sur les mesures prises par le gouvernement, effectivement, il y avait une liste de mesures de l'année. On leur demandait s'ils en avaient entendu parler et s'ils pensaient que cette mesure serait efficace. Donc en termes de notoriété, ce qui ressort le plus, c'est l'augmentation du prix du tabac. Il y a plus de 8 Français sur 10 qui le citent, l'augmentation du prix du tabac, l'obligation vaccinale qui passe de 3 à 11 vaccins pour les nourrissons, le DMP, le reste à charge zéro pour les frais d'optique. Donc ça, c'est les 4 grandes mesures
qui sortent, qui ont la plus grande notoriété. En termes d'efficacité, le DMP et le reste à charge zéro sont vraiment perçus comme efficaces, mais ce n'est pas forcément le tabac qui apparaît comme ça de prime abord le plus efficace. Les Français pensent que ce qui va être très efficace à 77%, c'est le développement des soins de proximité. C'est tout en fait en cohérence par rapport à ce qu'ils vivent et à ce que vous venez d'évoquer. 68% aussi perçoivent que le transfert des compétences aux pharmaciens, c'est un bon point, parce que ça rajoute aussi de la possibilité d'avoir des soins de proximité. Et enfin, la promotion de la prévention aussi, c'est un axe qui est fortement cité. Et enfin, dernière mesure efficace qui est vraiment sur lesquelles les Français appuient pour plus des 2/3 d'entre eux, c'est la prise en compte un peu plus forte des avis des patients, de la satisfaction. Donc, en résumé, demande de proximité, demande d'horizontalité, transfert de compétences, plus d'écoute, plus de prise en compte des avis des patients, et une demande globale de care où on voit renforcement de la sécurité, proximité des soins, voilà. Merci. Il faut que vous soyez en même temps debout et horizontal. Voilà, j'ai compris ça. Et ce qui est assez compliqué. Donc vous allez nous donner votre sentiment sur ce sondage qui est assez complet. Et puis on va enclencher tout de suite après sur la proximité, parce qu'il y a des mesures. Maintenant, c'est plus les CPTF, c'est le collectif au service des patients, on appelle ça, c'est plus sympathique. Les hôpitaux de proximité, comment réellement, parce que là aussi ça fait un moment qu'on en parle, comment réellement faire que cette proximité fonctionne? D'abord, 30% des Français ou 32% satisfaits des propositions de santé du gouvernement. En fait, ça traduit le fait qu'entre les annonces et une mise en œuvre effective dans les territoires, il va se passer de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est bien ça le dilemme, c'est pour nous le défi majeur. C'est comment, entre une annonce et un ressenti sur les terrains, comment on passe ce temps-là face à des Français qui sont très impatients de voir changer les choses. C'est pour ça que la loi santé, qui va permettre de porter les mesures de la transformation du système de santé, elle est urgente, et c'est pour ça qu'on a besoin de la faire voter le plus vite possible pour structurer notamment les hôpitaux de proximité, qui n'existent pas, qui ne sont pas définis encore. Après, Ma santé 2022. Alors après, concernant les mesures qui sont connues des Français, c'est quand même celles qui ont fait le buzz. Comme d'habitude, je le dirais, le tabac, vaccin, c'est ce qui fait le buzz. Et le reste à charge zéro, qui est aussi une très très belle mesure, elle n'a pris son envol dans l'opinion publique, malheureusement, qu'au moment où il y a eu une polémique autour des mutuelles qui allait répercuter un prix ou une augmentation des prix. On voit bien la difficulté de faire exister dans le ressenti des gens un plan. C'est-à-dire d'une part, il faut qu'on en parle et qu'on en parle négativement pour qu'ils l'impriment, et d'autre part, il faut qu'ils se mettent en œuvre effectivement, parce que sinon on est un gouvernement d'effet d'annonce, et pour rien au monde. Je voudrais être uniquement dans l'effet d'annonce. Le reste à charge zéro, c'est pas pour tout de suite en plus. Bah, si, le 1er janvier 2019, on a déjà 200 € de moins. Bah oui, mais oui, c'est une montée en charge progressive pour pouvoir absorber évidemment le surcoût. C'est pas rien, c'est un surcoût global de 1 milliard, c'est-à-dire 1 milliard d'euros qu'on rend aux Français. Il ne risque pas d'y avoir des effets pervers de qualité sur les prothèses? Non, la façon dont on a raisonné pour le reste à charge zéro, ça n'est pas, on n'a pas commencé par les finances, on a commencé par définir le panier de soins de qualité que l'on voulait offrir aux Français. On s'est mis d'accord sur la qualité du panier de soins et le panier de soins dans les 3 filières. Et une fois qu'on a défini ce panier de soins de qualité, on a regardé ce que ça coûtait, qui pouvait faire des efforts dans toute la chaîne, et nous avons rebasculé ce surcoût entre l'assurance maladie et les complémentaires à hauteur de leur participation. Oui, excusez-moi, les assureurs et les mutuelles vont jouer le jeu? Écoutez, ça va être assez clair. Soit ils tiennent leurs engagements, soit ça se passera pas bien, parce qu'il y a un engagement. Moi, s'ils ne jouent pas le jeu, j'appelle ça un sabotage politique, parce que nous avons travaillé cette réforme. Vous êtes capable de mots forts. Oui. Ce matin. Oui, parce que en fait, je suis profondément honnête. Donc, on s'est mis autour de la table. On a travaillé 6 mois d'arrache-pied pour trouver
un consensus autour de cette réforme. Si certains en profitent maintenant pour augmenter les prix alors qu'ils se sont engagés à ne pas les augmenter, parce que nous savons que c'est totalement absorbable par les mutuelles aujourd'hui. Nous savons qu'ils peuvent faire des efforts sur leurs frais de gestion. Nous savons que les 250 millions d'euros qui leur sont demandés sur les 4 années à venir est totalement absorbable. Tout ça a été pensé, réfléchi, travaillé avec eux. Si maintenant ils disent le contraire, certains dans la salle ont l'air d'acquiescer. Mais pas augmenter les prix pendant combien de temps? Parce que non, il y a une augmentation régulière. Il y a des augmentations. Ça a été négocié. Non. Il est normal d'augmenter les prix de 1% ou 2% selon les années, parce que le coût de la santé augmente. C'est l'ONDAM. L'ONDAM est à 2,5%. Il traduit l'augmentation du coût de la santé, le fait que notre population grandit, vieillit, etc., que les médicaments sont plus chers, que la prise en charge. Bref. Donc, le coût de la santé augmente de 2,5% par an. C'est le taux de l'ONDAM. Donc, il est normal que les mutuelles augmentent en partie et répercutent de la même façon que le budget de la Sécu augmente. Le budget des mutuelles doit augmenter pour couvrir, puisqu'il couvre à 25% ou 24%. À partir de quel taux vous considérez que c'est un sabotage? Nous en discuterons. Je reçois évidemment le président de la mutualité prochainement. On a une réunion de travail, un comité de suivi du reste à charge zéro le 18 décembre. Tout ça va être mis sur la table et de toute façon, je rendrai compte de façon transparente de la façon dont les différentes filières augmentent ou pas leur prix, parce qu'à un moment, il faut aussi faire preuve de... Oui, l'industrie du médicament aussi, vous les avertissez C'est contrôlé, là. Tout cela est travaillé en amont, bien sûr. Et sur les infirmiers, Alors, les infirmiers, ils font un travail absolument remarquable et ils sont perçus comme tels par la population. Moi, je compte beaucoup sur eux dans la mise en œuvre de Ma Santé 2022, puisque, en fait, on cherche à créer des communautés de soignants autour des malades chroniques, et donc les infirmiers en font totalement partie, comme les pharmaciens, comme les kinés, comme les sages-femmes parfois. Enfin, donc, on a besoin qu'il y ait des délégations de tâches, parce que nous savons qu'un certain nombre de pathologies chroniques peuvent être suivies par des infirmiers. Je pense à l'insuffisance cardiaque ou au diabète. Tout ça peut être totalement travaillé. On a créé les infirmiers de pratique avancée pour cela, pour le suivi des maladies chroniques. On va encore augmenter le nombre d'infirmiers en pratique avancée. On va l'étendre à la psychiatrie. On en a besoin. Après, la question du salaire, elle masque en fait d'immenses disparités entre les infirmières libérales et les infirmières hospitalières. Donc, c'est compliqué de raisonner de façon générale. Et alors, sur les CPTS, donc justement ce collectif de services auprès des patients qui va être négocié à l'assurance maladie, comment accélérer et comment en faire en sorte que ces gens qui n'ont pas vraiment travaillé ensemble, qui n'ont pas été formés à travailler ensemble, vont pouvoir réellement avancer? Il peut y avoir un déclic fort. Alors, d'abord, là, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est un sursaut citoyen que je demande aux professionnels de santé. Notre système dysfonctionne, il faut que tout le monde se sente engagé dans cette nécessité de transformer pour rendre un service de meilleure qualité dans les territoires, et notamment dans les territoires désertifiés. Après, il y aura évidemment des incitations financières. Il faut que les gens qui s'engagent dans une action collective et qui s'engagent, par exemple, à offrir des plages de consultation non programmées, qui s'engagent à donner un médecin traitant à tout le monde sur un territoire, il faut que ça, ce soit évidemment rétribué. Donc il y aura évidemment une part financière, évidemment, pour l'engagement. Quel est le calendrier dans les négociations avec l'assurance maladie pour qu'on voit le début du commencement? Alors, l'idée, c'est que ça aille très vite pour que si jamais nous n'aboutissons pas ou si nous aboutissons mais que nous avons besoin de l'inscrire dans la loi, ça puisse figurer dans la loi santé. On ne peut pas se permettre de ne pas avancer vite sur les CPTS. C'est une urgence. Par ordonnance, alors là. Enfin, pour l'instant, je fais confiance à la négociation conventionnelle. En réalité, je crois profondément dans cette négociation conventionnelle. Oui. Je crois profondément en la responsabilité des acteurs. Question, pourquoi le président n'a-t-il pas annoncé un Grenelle? Et vous, pourquoi n'allez-vous pas ou allez-vous annoncer un Ségur de la santé? En réalité, on l'a fait, peut-être pas avec les citoyens. Ça n'a pas été complètement avec les citoyens, même si les grandes associations représentant les malades ont totalement fait partie de la réflexion. Mais ça n'a pas été le citoyen dans la rue qui a donné son avis.
contrairement à la réforme des retraites sur laquelle il y a une consultation citoyenne ou sur voilà, d'autres plans. Ça, c'est un autre de vos sujets. Mais parce que le constat, en réalité, le constat, je pense que tout le monde l'avait fait. Quand on regarde le livre blanc du Conseil de l'Ordre, quand on regarde ce qu'a fait le HCAM dans son coin, en réalité, nous, quand je suis arrivée au gouvernement, le constat sur notre système de santé, le fait qu'il n'y avait pas assez de collectifs, le fait qu'on était en train quelque part, notre système, que l'hôpital public était le réceptacle des dysfonctionnements, etc., tout ça a été fait. Donc, je n'ai pas estimé nécessaire de reprendre encore 6 mois de grandes consultations citoyennes. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour vraiment rendre service à tous les citoyens français qui sont un peu désespérés aujourd'hui sur les territoires. Alors on va poser les questions de la salle par Renaud Degarde qui va poser. Il y en a beaucoup, il fera un choix. Oui, bonjour Madame la ministre. Il y a des questions, une question générale de jeunes médecins, et après des questions très précises, mais à mon avis qui illustrent bien des problématiques. Il y a 2 questions venant de jeunes médecins. Du syndicat, les jeunes médecins, on peut me le dire. Oui, je ne sais pas qui, voilà. De jeunes médecins. Mais il y a une... Pas de toi, quoi. Non, c'est pas moi, je ne suis pas médecin, donc ça résout le problème. Donc il y a une inquiétude sur les vases communicants qu'on évoquait tout à l'heure, sur les concessions faites hier sur le plan social et le budget d'État, donc le budget des hôpitaux. Donc, ça n'a absolument aucun lien. Le budget de la sécurité sociale, il est sanctuarisé par le vote des parlementaires. C'est l'ONDAM. Donc ce budget, il existe, il ne va plus bouger, il est voté par le Parlement, par les 2 parlements, et donc les 2 assemblées. Et donc il n'y a pas de vase communicant. C'est impossible. La réponse est précise. Il y a une autre inquiétude, alors qui est plus générale et qui est plus sur l'organisation et peut-être le sentiment peut-être de déclassement des médecins par rapport aux patients, avec la crainte de la mise sous tutelle des réseaux sociaux, en particulier les systèmes de notation tels que Google. Ouais. Là, il y a vraiment une inquiétude sur le statut du médecin. C'est exactement contre ça que je lutte en réalité. Tout ça existe déjà. On voit déjà des sites internet où on note son médecin, où il y a des étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, où il y a des commentaires. Ça, on ne peut pas empêcher aujourd'hui les réseaux sociaux de le faire, c'est très compliqué. Par contre, quand on veut faire de l'incitation à la qualité, qu'on veut évaluer les parcours de soins à la qualité, et c'est justement qu'on veut éviter ce côté un peu arbitraire de j'aime bien mon médecin ou je l'aime pas, et avoir des indicateurs de qualité robustes, scientifiques, qui permettent d'évaluer un parcours de soins d'un diabétique. Et ça, c'est typiquement le rôle de la Haute Autorité de Santé que de définir des parcours de qualité. En fait, quand on veut, par exemple, que les hôpitaux soient notés pour la qualité ou qu'il y ait un recueil du ressenti des malades, ce ne sont pas des recueils ouverts en disant je suis heureux, je ne suis pas heureux. Ce sont des indicateurs très précis qui sont travaillés, qui sont communs à différents pays européens. Enfin, donc tout ça fait l'objet d'un travail approfondi de la Haute Autorité de Santé pour éviter justement ce côté très arbitraire de Google. Vous ne pensez pas qu'on devrait être plus transparent dans les indicateurs vis-à-vis du public, les taux de mortalité, les taux de césarienne tout ça, la transparence est indispensable. On en est loin aujourd'hui quand même de la transparence, non? Alors, il faut bien chercher sur le site de l'HAS. Oui, il faut chercher sur le site de l'HAS. Il y a un site internet aujourd'hui qui permet effectivement à tous les citoyens de regarder Scope Santé, de regarder les notes de leurs hôpitaux sur les différentes filières, le ressenti des malades, etc. C'est encore insuffisamment connu. Je pense qu'aujourd'hui, nous manquons d'un système... d'un site internet commun à la santé que tous les Français connaîtraient pour pouvoir accéder à des informations fiables. Il y a encore beaucoup trop de... mais il est mal connu et mal développé. Il y a Amélie, il y a Scope Santé. On voit bien que... C'est votre projet de réunir tous les sites publics. L'idée, c'est qu'on ait une entrée commune publique. À quel terme, à peu près? Nous sommes en train d'y travailler. C'est compliqué, vous le savez. Au moins un portail commun qui permette à tous les citoyens de savoir qu'ils ont une information vérifiée de qualité et plus de transparence. Et d'organisation. Ouais. Renaud. Après, il y a une série de questions qui viennent de l'optique, mais je pense que ça peut être intéressant à élargir. Il y a la question sur la pertinence de faire basculer un certain nombre de prescriptions de lunettes aux opticiens. Et après, j'enchaîne parce que je pense que c'est lié. Il y a aussi une question sur les effets pervers du plafonnement.
en disant que ce plafonnement, dans le cadre de santé 100% santé, il y a un risque d'affaiblir l'industrie française des lunettes, de favoriser plutôt la filière chinoise ou asiatique en tout cas. Non, mais tout ça a été évidemment réfléchi. Moi, la première chose que j'ai vérifiée quand on est parti vers le 100% santé, c'était justement de vérifier que nos lunetiers du Jura, qui sont très réputés, ne soient pas les premiers impactés par ce qu'on allait faire. Donc, au contraire, on a vraiment réfléchi tout cela avec les différentes filières. Donc les Jurassiens seront protégés. Mais en réalité, ils font des lunettes assez chères aujourd'hui qui ne correspondent pas à ce qui rentre dans le panier du 100% santé, sauf certains d'entre eux, mais qui adhèrent à ce moment-là à la réforme. Donc, en fait, tout ça a été vraiment pensé bien en amont sur les implications. Deux grands sujets, Pascal, l'hôpital et le numérique. Oui, alors sur les infirmiers, qu'ils soient d'ailleurs libéraux ou hospitaliers, donc je réponds exactement à la commande de Philippe Leduc, sur les infirmiers, vous pensez que vous allez répondre à leurs attentes. C'est vrai que dans votre loi, alors maintenant, ça n'est pas sur les infirmiers, sur les aides-soignants, dans Ma Santé 22, vous citiez tout particulièrement les aides-soignants, vous les cibliez comme devant être aidés par vous. Alors, les infirmiers peuvent se sentir rassurés Alors, les infirmiers, comme tous les professionnels de santé, en réalité, Ma Santé 2022 vise à répartir la tâche entre tous les professionnels. Donc, on est vraiment dans une organisation qui concerne tous les professionnels. Donc, c'est vrai qu'on ne les cite pas tous à chaque fois, parce qu'à chaque fois, c'est assez long. Oui, c'est la plus grande des populations médicales, quand même, enfin de santé. Oui, mais enfin, si je cite les infirmières, je suis obligée de citer aussi les pharmaciens qui sont très nombreux et très utiles au maillage territorial. Et je suis obligée de citer tous les métiers de la rééducation parce qu'ils sont très importants, etc. Donc, mais vous n'êtes pas allé jusqu'à, excusez-moi madame, je vous coupe, vous n'êtes pas allé jusqu'à leur donner plus de pouvoir de prescription. Pascal veut dire que vous avez aidé au lobby médical. Allez. Ouais. En d'autres termes, peut-être. En réalité, on a fait plus fort. C'est-à-dire qu'on a créé, et franchement, c'est mon engagement personnel et je le revendique. Ça fait 10 ans qu'on parle des infirmiers de pratique avancée. Ça fait 10 ans qu'on n'avance pas. Moi, quand j'ai rédigé le plan cancer en 2013, je travaillais déjà sur les infirmiers de pratique avancée en cancérologie. On m'a juré que ça allait arriver. J'arrive au ministère en 2017, il n'y avait toujours rien dans les tiroirs. Enfin, c'était dans les tiroirs, mais personne ne s'était mis d'accord. J'ai exigé qu'on trouve un consensus et qu'on se mette d'accord sur ce que devait être la pratique avancée pour que ça rentre en jeu au 1er septembre 2018, à la rentrée 2018. Ça y est, les masters sont ouverts pour la rentrée 2018 depuis 3 mois. C'est ma volonté, c'est ce que je souhaite évidemment pour les infirmiers, c'est-à-dire qu'ils accèdent à des missions élargies. Je pense que c'est une vraie reconnaissance de leur travail. Les aides-soignants, madame, les aides-soignants. Alors, les aides-soignants, c'est quelque part un autre problème. Ils ont un métier d'une extrême pénibilité et nous travaillons surtout sur des deuxièmes parties de carrière qui leur permettraient d'être reconnus mieux reconnus, mieux valorisés. On a une vraie difficulté aujourd'hui dans la carrière et la gestion. Alors, les hôpitaux locaux, comment ça va se passer? Puisque Philippe m'encourage à revenir sur les hôpitaux, locaux. Globalement, les hôpitaux... Parce que ça, c'est pas très clair. Non, pas locaux, de proximité désormais. Parce qu'on ne comprend pas très bien, là. En fait, l'engagement que j'ai pris, c'est de ne fermer aucun hôpital de proximité. Pourquoi? Parce que face aux déserts médicaux dont on parlait tout à l'heure, si non seulement les territoires sous-dotés en médecins libéraux voient leur hôpital de proximité fermé parce qu'il n'est pas attractif, parce qu'il perd de l'argent, et il en perd parce que forcément l'activité ne peut pas être celle d'un grand groupe hospitalier. Donc je me suis dit, il faut qu'on repense ces hôpitaux de proximité, il faut qu'on les recentre sur des missions de proximité, qu'on arrête de laisser penser aux Français qu'on va pouvoir avoir des plateaux techniques de haute technicité partout, mais que par contre on a besoin d'un service de proximité partout pour répondre aux enjeux de la gériatrie, des soins de suite, de la médecine polyvalente, qui est un plateau technique minimal avec de la radio, un scanner, de la biologie. Mais sans chirurgie, a priori, dans l'hôpital. Sans chirurgie. C'est décidé. Donc, à vrai dire, on veut renforcer des petits hôpitaux qui, aujourd'hui, perdent progressivement toutes leurs activités parce qu'elles ne sont pas rentables et parce qu'ils ne trouvent pas de professionnels, pour les recentrer sur une activité où ils vont réellement rendre un service local. Donc, c'est une forme de label qu'on va créer, qui va s'adresser à 500 à 600 hôpitaux de proximité qui sont en très, très grande difficulté aujourd'hui. Qui existent aujourd'hui.
qui existent, mais qui sont en train de D'accord. dépérir. Parce qu'il y a moins d'hôpitaux locaux, il y en a 250 à peu près. Oui, mais on va réorganiser le territoire pour que ces hôpitaux soient réinvestis, à la fois financièrement, soient de nouveau attractifs en permettant à la médecine libérale de pouvoir rentrer dans l'hôpital et inversement aux médecins hospitaliers de pouvoir faire une activité libérale. On simplifie un peu toutes ces rigidités pour rendre plus attractifs ces hôpitaux. Comme dans d'autres pays d'ailleurs. Hein. On sera capable à la fois budgétairement et on sera assuré de la qualité. Parce qu'on a travaillé, enfin ici, pendant des années et des années, on nous a dit l'inverse. C'est-à-dire qu'il fallait fermer les petits établissements, la gradation des soins. Compléter la question. C'est qualité et proximité. Comment faire en sorte qu'on ait la qualité, l'expertise? C'est là où si on ne sort pas de la T2A, ces hôpitaux ne sont jamais viables. Et on est capable de se payer donc ça, le budget. C'est pour ça que j'ai dit qu'on devait repenser les modes de tarification des hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui ont évidemment besoin de... Enfin, on va poursuivre avec la T2A pour un certain nombre d'activités, mais il y a des hôpitaux qui rendent d'autres types de services. Et ces services de proximité ou ces services par rapport à des bassins de vie particuliers où il y a par exemple des populations particulières à prendre en compte. Je pense notamment à certains hôpitaux des DOM qui peuvent avoir à gérer beaucoup de toxicomanie. Je pense à Saint-Martin par exemple. Voilà, des discussions que j'ai eues avec certains me font penser qu'aujourd'hui nous devons repenser la façon dont on valorise ces activités parce que sinon on est sûr qu'on les met dans le mur. Et depuis des années, comme on n'a pas repensé la T2A, tous ces hôpitaux ne sont pas viables, sauf si on décide de les financer autrement, parce qu'on estime qu'ils rendent un service qui doit être rendu. Donc il y a un problème de qualité aussi dans ces hôpitaux et dans les autres d'ailleurs, et c'est la problématique du seuil d'intervention. Mais c'est pour ça... alors, ce sujet, vous connaissez très bien que l'assurance maladie en juillet dernier a sorti des chiffres absolument impressionnants. En dessous de 30 opérations pour cancer du sein, il y a un risque qui est beaucoup plus important. Vous êtes passé à l'INCa, à la HS, vous êtes ministre. Est-ce que vous allez résoudre ce problème du seuil? Et j'en profite pour vous demander, puisque c'est vous qui en avez parlé, s'il y aura un plan cancer 4. Ça, c'est une autre question. Mais on est dedans, vous avez raison. Aujourd'hui, les seuils. Sur les seuils, c'est un impératif, parce que l'impératif, c'est aussi évidemment la qualité, et on sait que proximité et qualité ne vont pas toujours de pair. C'est bien la difficulté aujourd'hui que j'ai à faire face aux maternités. Donc nous devons évidemment, pour les disciplines dans lesquelles c'est prouvé, parce que ce n'est pas vrai partout. En cancérologie, c'est prouvé. En cancérologie, c'est prouvé. Dans certaines chirurgies, c'est prouvé. En transplantation, c'est prouvé, etc. Il faut que dans ces disciplines où il y a des preuves scientifiques qu'il faut une habitude, un seuil d'activité, voilà, qu'on assure aux Français une qualité identique partout. Moi, je ne veux pas le faire de façon, je dirais à la hussarde. Je veux que la Haute Autorité de Santé travaille sur ces seuils, c'est ce qu'elle fait actuellement. En cancérologie, elle le fait avec l'INCa. Mais et puis il renvoie la DGOS, il renvoie au ministère. Parce qu'en France, on a 30 opérations par an. Dans les autres pays, c'est 150. Donc, ça dépend des disciplines, mais par exemple, dans le plan cancer, nous savions, et nous l'avions indiqué comme une priorité, que certaines interventions comme le cancer de l'ovaire ne peuvent pas être réalisées par des médecins qui n'en font pas quasiment une activité. Donc dans l'année prochaine, ça sera résolu. Tout cela ne sera plus permis. Vous le savez, on a voté une disposition où les chirurgiens qui continueront à faire des activités qui sont soumises à des seuils se verront en obligation quelque part de rembourser l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus tirer un bénéfice d'une activité qu'ils n'ont pas le droit de faire. Mais même faire monter les seuils, c'est ce que vous allez faire l'année prochaine. Oui, pour certaines activités, pas pour toutes, oui, quand c'est prouvé. Et plan cancer 4 Plan cancer, moi, ce que j'ai demandé à l'INCa aujourd'hui, c'est d'abord une évaluation de ce qui reste à faire, de ce qui a été atteint versus ce qui n'a pas été atteint. Aujourd'hui, la cancérologie est, je pense, assez emblématique de la façon dont il faut travailler grâce à ces plans cancer successifs. Donc pourquoi pas un plan cancer vous serez l'avocate du plan cancer 4 auprès du président de la République. Mais vous savez, moi je suis l'avocate de toutes les maladies. Je ne veux pas qu'on me mette avocate d'un plan plutôt qu'un autre. J'ai aussi à faire face à la problématique de l'Alzheimer, à la problématique de la psychiatrie, à la problématique des maladies rares, des maladies génétiques. Donc moi, si on me commence à demander que je sois l'avocate d'eux, je vais tout de suite me mettre à dos toutes les pathologies que je n'aurais pas citées. Vous voyez, donc je vais être
prudente. Je vais dire qu'il faut que la qualité des soins s'améliore dans toutes les disciplines. Et là où il faut des plans, il y aura des plans. Mais sur la psychiatrie quand même, sur la psychiatrie, on vous a un peu reproché, madame, dans le plan Ma Santé 22, de ne pas avoir assez parlé de psychiatrie. En réalité, j'ai présenté une feuille de route de la psychiatrie le 30 juin dernier. En réalité, je l'ai présentée avant parce que tellement je pensais que c'était une priorité. Donc oui, je n'ai pas spécifiquement parlé de discipline dans Ma Santé 2022. Non, mais vous savez bien que la psychiatrie, c'est quand même, il y a un problème particulier. Mais elle est citée dans Ma Santé 2022. Parfait. Mais c'est la feuille de route qui doit nous guider aujourd'hui. Il faut des investissements. On a différents problèmes en psychiatrie. On a d'abord une psychiatrie hospitalière qui est très peu attractive. Il y a beaucoup plus de psychiatres installés dans le secteur libéral aujourd'hui. Donc il faut rendre cette activité plus attractive. Parce que c'est une des difficultés qu'on a, notamment, on entend beaucoup parler de l'hôpital Pinel à Amiens qui pose problème. En réalité, cet hôpital, il pose problème non pas pour des raisons financières, mais parce qu'il n'arrive pas à recruter de médecins. Ils n'ont pas de psychiatre. Donc, premier problème, la démographie des psychiatres. La problématique de la démographie des pédopsychiatres qui est dramatique. On a 8 régions en France où il n'y a pas de PUPH en pédopsychiatrie, donc il n'y a pas de formation d'interne. C'est dramatique, donc je dois restructurer cette filière, la faire vivre. Bon. Pascal, après, il y a des problèmes d'investissement hospitalier aussi. Pascal, il nous reste 5 minutes. C'est vrai, mais je voudrais vraiment dire à madame Buzyn, ça c'est l'histoire de l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sur le terrain vous reprochent, enfin, au pouvoir politique, d'avoir entraîné par une mauvaise gestion de la démographie médicale, d'avoir entraîné leur paupérisation. Vous le connaissez, ce débat. Alors qu'est-ce qu'il vous répondait devant nos caméras et devant notre public? C'est pas nouveau. Je ne vais pas me sentir en responsabilité. Hein. Franchement, ça date des années 90. Donc voilà, il y a eu, soyons clairs, il y a eu une façon de réguler l'augmentation du coût de la santé qui s'est faite par le numerus clausus. Alors, il faut le dire, c'était le raisonnement de l'époque, n'osant pas réguler la médecine autrement. On s'est dit que s'il y avait moins de médecins, il y aurait moins de prescriptions et donc moins d'actes et donc moins d'augmentation du coût de la santé. La demande, voilà. Donc, moi, j'ai décidé de prendre le problème à bras-le-corps en changeant complètement d'angle, en disant que ce n'est pas la régulation par le nombre de médecins qui est la bonne voie. J'ai dit qu'on va réguler autrement notre système de santé par la qualité, par la forfaitisation de certaines pratiques autour des maladies chroniques, parce qu'on ne peut plus être complètement, uniquement sur une activité rémunérée à l'acte pour un certain nombre de pathologies, que nous devons répartir la tâche entre professionnels. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par d'autres professionnels. On le voit avec la vaccination, l'essor qu'a la vaccination dans les cabinets d'infirmiers ou en pharmacie, c'est extraordinaire. Ça prouve bien qu'on n'a pas besoin d'aller voir un médecin. Mais il faut qu'on parle, Pascal, du numérique. Oui, et du numérique. Et du numerus clausus. Et de la loi. Elle n'y est pour rien sur le... Madame la ministre, vous allez porter la loi université. Madame la ministre, le numérique et numerus clausus et décentralisation. Moi, j'ai 3 questions. Non, mais tu n'as plus le temps parce qu'on n'a plus que 2 minutes. Ouais. Sur le numérique, il y a eu un rapport dans le cadre de la transformation du système de santé qui est incendiaire. Il n'y a pas de structuration, il n'y a pas d'organisation, etc. Le président de la République a dit qu'il allait avoir un espace numérique pour chaque patient. Et aujourd'hui, l'État, la gouvernance, c'est ce qui est demandé, doit se réformer. Alors, il y a l'ASIP Santé, il y a la direction dans votre ministère. Le numérique n'a pas été pensé. Il y a eu un foisonnement d'initiatives locales, territoriales, par les ARS, par des acteurs privés, par les territoires numériques en santé, financés par le Grand Emprunt. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, j'ai décidé qu'on se mettait tous autour d'une table et qu'on pensait notre système. Donc, j'ai créé auprès de moi au ministère une mission qui se met en place, qui va être dirigée par Dominique Pont, qui a animé le groupe de travail, et Léa Le Tourneur, qui est une jeune femme très brillante et qui connaît extrêmement bien le secteur, pour m'aider à structurer, à penser, à réguler le système, de façon à ce qu'on ait un système interopérable. L'idée, c'est que chaque citoyen français ait un espace numérique en santé d'ici la fin du quinquennat, avant 2022, dans les 3 ans qui viennent. Et pour les professionnels, qui est une architecture, une colonne vertébrale, oui, dans lequel il pourra y avoir des applications privées, évidemment. Vous reprenez le rapport Pont-Query. Complètement. Il faut qu'on structure. Il faut surtout qu'on soit capable de rendre tout ça interopérable, parce que nous avons un système de santé
notamment financé par l'assurance maladie, qui permet d'agréger toutes les données de santé des citoyens français et d'avoir la plus belle base de données de santé utilisables pour l'intelligence artificielle. Donc tout ça doit absolument être structuré. Donc vous serez jacobine, au moins dans l'architecture globale centrale. Alors que le président de la République a dit qu'il fallait peut-être qu'il décentralise plus. Vous avez noté ça? Non, mais non, pas sur. Oui. On dit souvent que la santé n'est pas assez décentralisée. Non, on est un pays à la fois jacobin et à la fois girondin, et il faut assumer les deux. Il faut laisser de la souplesse au territoire, il faut laisser de la souplesse aux acteurs, et il faut aussi penser commun. Ce qui a fait la force de notre pays, notamment, c'est la base de données de l'assurance maladie, qui nous permet, par exemple, de faire de la pharmacovigilance ou de la pharmacoépidémiologie sur cette base de données. C'est un outil extraordinaire qu'on est le seul à avoir. On ne va pas le... Merci beaucoup. Et quel est votre sentiment vous devez partir, on serait bien resté encore une heure, Pascal et moi et Renaud avec vous, à mieux comprendre. Quel est votre sentiment, comme 1 an et demi après, vu les difficultés, vu votre vision, votre ambition, en un mot, qu'est-ce qui fera que vous arriverez à vos fins? Oui, et vous avez encore 2 réformes à porter, la retraite et les universités. La réforme des universités. L'université, vous voulez dire le numerus clausus, c'est la réforme des études de santé. Oui. Votre sentiment, il faut conclure. Mon sentiment, il est optimiste, parce que je pense que tout cela a été travaillé avec tous les acteurs. On n'a laissé personne de côté dans cette réflexion. Aujourd'hui, je ne sens pas de réticence. Voilà, sauf quelques-unes quand même. Voilà. Non, mais bon, on peut avoir des syndicats parfois qui expriment tel ou tel ressenti, mais globalement, je pense qu'il y a un consensus sur la direction. Après, il y a la rapidité avec laquelle on met en œuvre, il y a les moyens qu'on met en place. On me dira qu'il n'y a jamais assez de moyens, mais ça, il n'y a pas une réforme où on nous dit qu'il y a assez de moyens. Donc on est quand même dans un pays avec des contraintes budgétaires. Il faut quand même intégrer une partie de la contrainte. On a desserré l'Ondam de façon à pouvoir transformer avec un budget. On va être attentif à ce que ce budget soit réparti de façon équitable entre le secteur libéral et le secteur hospitalier pour restructurer. Et donc, moi, je suis prête à rendre des comptes sur la façon... Dans 1 an, ici? Bien sûr. Voilà, et nous étions très heureux ici de vous recevoir, madame. Merci. Vous étiez ici parce qu'il fallait être ici au contrepoint de la santé, juste après les déclarations du président de la République. Philippe, ce qui ne me tue pas me renforce. Qui a dit cela? Nietzsche. Voilà, et merci à tous. Merci, madame. Pascal, dans le crépuscule des idoles. Ah, bravo. Merci beaucoup. Merci à Françoise Millet, à Emmanuel T, à toutes nos équipes et à tous nos partenaires. Bonne journée à tous. Bonne journée, madame.